Bienvenue sur VOD, une chaîne YouTube sur laquelle on discute d'art, de culture et d'audiovisuel avec plusieurs personnalités. Et aujourd'hui, on reçoit Salif Cissé. Salut Salif. Salut. Tu es comédien, acteur, scénariste, chroniqueur, réalisateur. Tu as 30 ans et j'ai très envie de dérouler tout ton CV, mais ce serait un petit peu long puisqu'il y a déjà 10 pièces de théâtre, 5 courts-métrages, 8 séries télévisées. J'ai compté pour toi. Ouais, Et 10 films, dont 3 qui vont sortir en 2024 et pas des moindres puisqu'il me semble que tu seras tantôt aux côtés de Agnès Jaoui ou encore de Denis Podalides ou Mathieu Amalric. Ouais. Donc, je pourrais pas tout dérouler, mais justement, on va pouvoir parler de ces différents rôles. Je suis trop contente de t'avoir aujourd'hui. Ouais, je suis content d'être là. On est ici au Conservatoire national supérieur d'art dramatique, où tu as étudié justement 3 ans. Je les remercie pour leur accueil. Et donc, on va pouvoir discuter ici de tes objectifs, de ton rapport à l'écriture, de ta rencontre avec le théâtre, de ton parcours et de tous tes projets. Trop bien. Avant de commencer, je vous invite à commenter, liker, partager cette vidéo et vous abonner pour que je puisse un jour donner un salaire à mon équipe, mais aussi pour être au courant de la sortie des prochaines vidéos. Ok, donc Salif, tu as grandi à la Courneuve et au lycée, tu avais le choix entre plusieurs options. Tu pensais plutôt aller en sciences politiques, mais tu as été un peu chamboulé par une rupture amoureuse et finalement, tu es parti en option théâtre. Ou est-ce que j'en fais trop sur le storytelling, tu peux me le dire? Non, parce que je pense que je l'ai storytellingé comme ça. C'est ma faute, du coup. Non, je pense que c'est à peu près ça. Ouais, j'ai fait une emphase sur la rupture amoureuse, mais en vrai, c'était juste que j'étais dans un moment d'hésitation, quoi. J'avais 18 ans, 17 ans, comme tout le monde, tu vois. Je me demandais ce que j'allais faire de mon avenir. J'ai toujours été intéressé par les médias, par la science politique, la communication en général. Et je me suis dit, bon, est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire et tout. Et puis, théâtre, c'était vraiment comme si j'avais pris un backpack et j'étais allé en Indonésie, quoi. C'était un truc totalement éloigné de ce que je voulais faire à la base. Et puis, il s'avérait que c'était, d'après ce que me disaient les gens à l'époque, c'était fait pour moi. Et même moi, je me sentais hyper à l'aise. Donc, c'était une grosse surprise dans mon parcours. Et puis, j'ai poursuivi le truc un peu comme ça à l'instinct et ça m'a amené à toutes les activités que je fais aujourd'hui. Parce que du coup, après le lycée, tu es allé au conservatoire, mais tu es allé un peu comme ça, naturellement, parce que tu te sentais à ta place là-dedans? Parce que j'imagine que tous ceux qui ont pris option théâtre au lycée ne sont pas partis au conservatoire derrière. Non, mais bizarrement, ça a créé quand même des vocations, une vocation chez 2 personnes, chez moi et par exemple un ami qui s'appelle Elan Ben Ali. Il y avait aussi Safia Fierce qui est youtubeuse, instagrammeuse et tout ça, comment on dit ça, créatrice de contenu. Et tu vois, ça a créé des vocations chez certains, quoi. Et donc ouais, tout le monde n'est pas y allé, mais je pense que c'était bénéfique. Je pense que c'était un bon moyen de se tester parce qu'à la fin on jouait devant un public qui était genre nos amis, nos parents, les profs. Ce qui est parfois plus stressant qu'un public que tu connais pas. Ouais. C'est horrible, ça, c'était n'importe quoi. Mais je t'avoue que pendant cette représentation, je crois qu'il y avait une seule représentation. Et il y a vraiment un truc qui s'est passé, quoi. Il y a vraiment un truc où je me suis senti bien. Ça t'a dépassé, genre. Ça m'a aidé, je sais même pas ce que j'ai fait. À un moment, je suis sorti, c'était déjà fini. Et j'avais que des sensations et pas beaucoup de souvenirs tangibles. Moi, je me suis dit, putain, si je peux revivre ça un jour dans ma vie, ce serait ouf. Et puis, bien heureusement pour moi, je l'ai revécu, donc c'est cool. Je t'ai entendu quelque part dire que tu avais mis du temps à réaliser que tu pouvais être payé pour ça et que ça pouvait devenir ton métier. Qu'est-ce qui a déclenché en toi le fait que tu t'es dit, ok, je peux faire ça de ma vie? En fait, c'est assez obscur parce qu'il y a eu je peux pas te dire un moment exact. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, c'était parce que évidemment, j'étais au conservatoire, je faisais le conservatoire du 1er arrondissement à ce moment-là. Puis on m'a engagé sur une pièce de théâtre, qu'on a tournée. C'est là que j'ai découvert que les acteurs de théâtre étaient payés. Donc voilà, grosse découverte. Mais je continuais la fac à côté. Okay. Et en fait, il y a un moment où il fallait passer les concours de ce conservatoire-là, et puis les emplois du temps, ils matchaient pas, quoi. C'était soit t'allais à un partiel, soit t'allais à une étape du concours. Donc il y a un moment, il faut que tu choisisses, mec. Puis j'ai choisi, en fait. Ça, je suis allé vers le truc que j'avais le plus envie de faire. Donc après, il y a eu des moments aussi de doute où tu te dis, quand tu réalises que en fait être acteur, c'est donner énormément de soi-même.
et c'est laisser, comment dire, des gens un peu aller dans notre intimité. Et ça m'a fait peur parce qu'il y a enfin, moi, je suis assez pudique en vrai de base et tout ça, donc je me suis dit, ah ouais, s'il faut s'investir à ce point-là. En tout cas, si tu veux le faire bien, il faut s'investir vraiment, vraiment très profondément. Et donc, je sais qu'à ce moment-là, j'ai eu une petite réticence. Ouais, parce que tu te découvres aussi autrement. Tu te dis, t'as peur de ce que tu vas montrer ou juste c'est un exercice que tu connaissais pas jusque-là? Ouais, c'est un peu tout ça en même temps. T'as peur de ce qui peut t'échapper. Parce qu'en vrai, il faut être dans une, en fait, c'est le contraire du contrôle. C'est ça qui est marrant, c'est que quand on est petit, on se dit, vas-y, je vais devenir acteur et tout. On se dit, vas-y, je vais faire, comment il s'appelle, comme Christian Bale, je vais maigrir, bon, ça m'est pas arrivé, mais je vais perdre 50 kilos, je vais construire. En fait, on a l'impression que c'est un truc de construction et de maîtrise, alors que finalement, c'est tout l'inverse. Ouais. C'est un truc c'est laisser échapper des choses. Et ça, pour le coup, c'est très dur à faire et c'est quelque chose qui est totalement contraire à ce qu'on nous apprend dans la vie civile. On nous apprend justement à mettre un masque, à se, comment dire, à se moduler, à se molder pour comment dire, pour fit quelque part. Et alors que c'est tout le contraire. Ok, trop intéressant. Ok, bah donc je comprends pourquoi ça t'a fait vibrer un peu dès le début et en même temps effrayé. Et il y a autre chose qui t'a peut-être freiné. Tu racontais que ça avait pris un petit temps pour toi aussi de réaliser que le théâtre c'était pas juste un truc de blanc. Est-ce que aujourd'hui le souci de représentation c'est quelque chose qui joue un rôle dans ta carrière? Ça n'a jamais été mon problème en fait. Ça a été un souci, comment dire, un peu. Évidemment, il manque des acteurs, des actrices noires sur les plateaux de théâtre, à la télévision, au cinéma et tout ça. Mais finalement, pour moi, ça c'est du discours, parce que c'est une réalité tangible, c'est un fait. Mais moi, je suis un acteur et je suis dans cette chose-là. Donc en fait, je peux pas me dire. En fait, au bout d'un moment, je comprenais que je pouvais pas me dire ça. Me dire il manque des acteurs noirs, il manque pourquoi on me donne pas ma voix, pourquoi on me donne pas une opportunité d'eux. Je pouvais pas me dire ça et faire correctement mon métier ou apprendre à faire correctement mon métier. En fait, c'est deux choses différentes. Surtout que quand tu regardes pas la concu mais mes homologues blancs, eux n'ont pas ces soucis-là et n'ont pas ces questions-là à se poser. Donc finalement, quand on s'en accommode trop, il y a un handicap qui se met en place. T'avais pas envie que ça t'empêche de te concentrer juste à 100% aussi sur ton jeu et... Oui, parce que finalement, tu te dis, en fait, qu'est-ce que je fais? J'accepte des rôles parce qu'ils me font plaisir et parce que j'aime ça, ou je fais des statements? Ouais. Tu vois? Et ça, c'est autre chose. Ça, c'est un discours politique. Moi, je suis pas forcément dans un discours politique, mais il y a un geste politique dans le fait que moi, j'existe dans le paysage. Donc, je me suis dit au bout d'un moment, il faut juste que je fasse en sorte d'exister et ça parlera pour soi-même, tu vois, ça parlera en soi. Puis quelque part, accepter les rôles qui justement vont te faire plaisir sans réfléchir à la portée que ça va avoir, c'est porter quelque chose puisque du coup, c'est choisir des rôles qu'un blanc aurait choisi sans se poser la question. Tout à fait. Et c'est une vraie liberté. Et là, il y a une vraie égalité en fait. Ouais. Donc voilà. Bon, on verra si j'ai raison à la fin, mais pour l'instant, ça fonctionne plutôt bien. Trop cool. En plus, de toute façon, j'ai l'impression que le théâtre est aussi en train de s'élargir et le public avec. On voit notamment des rappeurs qui se mettent au théâtre. Je pense à Fianso, Stomy Bugsy ou Kerry James qui ont foulé les planches du théâtre. Donc, j'imagine que le public et les comédiens vont aussi se dire on est tous à notre place sur les planches du théâtre. Oui, ça aide à bizarrement, tu dis ça et je suis tombé sur une story Instagram d'une meuf qui allait au théâtre et en fait dans sa story il y a un storytelling de ouf, c'est que elle va au théâtre et tout, je dis putain elle va au théâtre, elle vient même pas me voir. Et après à un moment je la vois et c'est Kerry James qui est sur scène, il dit ah d'accord ok, et je dis tiens c'est ouf cette meuf elle va jamais au théâtre, c'est pas moi qui l'ai fait amener pour la première fois, mais que ce soit Kerry James c'est un truc de ouf aussi. Je pense que en fait faut juste décloisonner tout simplement, le faire sans le faire avec une insolence, sans se poser de questions. Je pense que Kerry James, il se met sur un plateau de théâtre, il se pose pas la question de oui, mais est-ce que je suis comme cet acteur-là ou nanana, qu'est-ce que Chéreau disait et tout ça, nanana, il en a rien à faire. Il fait son truc, les gens ils aiment pas, c'est une proposition et personne ne doit dicter ta proposition. Et pour le coup, je l'ai vu et c'est vraiment très bien, donc
n'y a pas de questions à se poser. En fait, il faut juste faire et on se posera les questions après. Toi, tu n'es déjà plus vraiment au début de ta carrière, mais c'est une question un peu curieuse. Je me demandais comment ça se passe. Par exemple, voilà, t'es comédien et tu veux débuter. Est-ce que c'est un agent qui va venir à toi? Est-ce que c'est toi, à force de trouver tes castings, qui va aussi trouver un agent? Ou est-ce que ça ressemble plus à tu te filmes dans ta chambre pour t'entraîner en boucle jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose? Bah en fait, c'est marrant, j'ai l'impression que tu as décrit un peu mon parcours. Mais c'est un mélange un peu de tout ça. Je pense qu'il n'y a pas de méthode. En tout cas, pour parler de l'agent, il n'y a pas forcément de scénario type. C'est-à-dire qu'un agent, il peut venir à toi parce qu'il t'a vu quelque part. Un agent, il peut venir à toi parce qu'on t'a recommandé. Des gens peuvent envoyer des milliers de CV artistiques, de photos, de books, de je sais pas quoi à des agents. On leur répond jamais et à un moment, ça marche. Il y a plein de scénarios possibles. Là, je pense à plein de potes qui sont dans le milieu. Ça s'est passé pareil pour personne? Non, jamais. Moi, ma première agent, elle est venue me voir ici, au Cons, et elle m'a bien aimé. Elle m'a dit, tu veux travailler avec moi? Et on a travaillé ensemble pendant 4 ans, mais ça s'est fait, tu vois, ça s'est fait d'une manière, tu vois, assez inattendue. Moi, je cherchais pas d'agent, j'étais encore à l'école. Après, oui, moi, j'ai fait beaucoup parce que comme je faisais des vines, des vidéos, des trucs comme ça. When the night has come and the light... Donc j'avais l'habitude de me filmer dans ma chambre. C'est un truc qui marchait bien pour moi, donc j'ai l'impression. Après, sous les conseils d'Al Pacino, c'est vrai qu'il est venu ici et qui a fait une conférence et tout ça il y a quelques années. Il nous disait que lui, en fait, il passait du temps à apprendre des monologues. À en manger, à les faire. Bon, il n'y avait pas de téléphone portable à l'époque, mais il les faisait, il se dirigeait lui-même et tout. Et moi, j'ai voulu copier un peu bêtement ce qu'il a fait, et je faisais ça, mais je me filmais. Okay. Et je faisais que de me filmer, donc ça... J'ai dit, moi, j'étais dans une... Un peu comme le stand-up où ils s'enregistrent et... Exactement. Ouais, dans une méthode de... Enfin, en général, les acteurs, ils aiment pas trop se voir, ils aiment pas trop s'entendre et tout. Moi, j'étais obligé de me voir si je voulais monter les petites vidéos que je faisais, donc j'ai pas trop de problème avec ça, donc j'ai utilisé ça comme un avantage. On a pas mal parlé de donc ce début de carrière et de cinéma, mais je reviens un peu au théâtre, puisque cet été, tu étais à Avignon pour la pièce Welfare, qui est mise en scène par Julie Deliquet. Et j'ai lu qu'elle laissait une grande part à l'improvisation dans la préparation de la pièce. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça se passait? Écoute, ça s'est bien passé. Franchement, c'est la première pièce de cette envergure-là que je fais, c'est-à-dire une grosse production avec des moyens. On a joué au Palais des Papes, le plateau est énorme, c'est 2000 personnes. Enfin, c'est trop bien, une équipe de 15 personnes, un musicien. Enfin, c'est un truc de fou. Donc, ça s'est super bien passé. Et en même temps, la difficulté, c'est qu'elle a une méthode qui est applicable à, tu vois, un petit groupe, c'est-à-dire quand on monte des collectifs à 2 ou à 3 au théâtre et qu'on se dit on va faire de l'improvisation théâtrale parce qu'on sait pas écrire, là elle le fait avec 15 personnes, donc c'est un travail qui est énorme et moi j'ai beaucoup apprécié ça parce que moi j'aime trop l'improvisation. Il y a pas, par exemple, dans les pièces de théâtre, il y a des entrées, il y a des sorties et tout ça qui sont calés. Il y a des déplacements qui sont calés. Il y a un moment, tu poses ton verre, tu te retournes, tout ça. Là, il y a rien de tout ça chez elle. Elle fait des expériences tout le temps, des tentatives, et on les refait jusqu'à ce qu'on attrape quelque chose qu'on peut moduler au fur et à mesure des représentations. Donc en fait, le travail, il s'arrête jamais. Ok, tout au long de la représentation, ça évoluait. Exactement. On a fait 17 dates, les 17 elles étaient différentes en octobre et ce qu'on a fait au Palais des Papes, on a fait 10 fois c'était différent aussi. Ok, incroyable. Du coup, tu peux pas te lasser. Des fois, on dit vous rejouez la même pièce toujours. Là, en fait, au bout d'un moment, au bout de 20 fois, 25 fois, tu te forces un peu. Oui. mais là, c'est un truc tu te surprends toi-même. Et moi, je faisais des entrées impossibles. Genre, je rentrais avant que la personne elle puisse parler. Donc, du coup, ça l'a perturbé. Ça rajoutait des choses, en fait. Ça rajoutait du réel. Donc là, en salle, le travail avec elle, c'est incroyable. Trop bien. Ouais. D'ailleurs, vous pouvez regarder cette pièce, une de ces nombreuses versions, du coup, gratuitement, en replay sur France Télévisions. Ça s'appelle Welfare, mais je mettrai toutes les informations en description. Et après, rien à voir, mais une autre grosse production dans un tout autre style. On t'a vu dans la saison 3 de Lupin. Ouais. Comment c'était d'être dans une série à gros budget Netflix ?
Ah, c'était fou. C'était fou. Enfin, moi, avant d'être un consommateur de cinéma, un consommateur de théâtre, j'étais un fou de séries télévisées. Donc, moi, toute ma vie, c'était les séries, les séries, les séries. Là, c'était juste un truc de fou d'être à l'intérieur. Moi, en tout cas, si j'avais un rêve, c'était de voir l'envers du décor. Et là, c'était incroyable. C'était incroyable. Il y a beaucoup de moyens. Donc, il y a un truc j'ai l'impression qu'il y avait une sorte de détente dans le fait du coup, la tentative, elle était plus, elle était plus acceptée, quoi. J'ai l'impression qu'ils se disaient, bon, bah, de toute façon, si on rate aujourd'hui, on pourra refaire à un autre moment, on pourra refaire des retakes. Ouais, j'ai l'impression que les gens sont moins sous pression. Et puis, comme il n'y a pas, tu sais, le mode de filmage des séries, il y a un réalisateur, c'est souvent divisé en blocs. Donc, évidemment, il y a parfois un showrunner et tout ça, mais il y a pas forcément quelqu'un sur le plateau qui porte toute la série et qui est là depuis la genèse, tu vois. Donc, c'est un truc on exécute une vision globale, mais en même temps, la personne qui est là, elle est là pour tenter. Elle prend plus de risques parce qu'elle se dit pas, putain, si je rate, nanana. Non, c'est un objet qu'on me donne et j'essaye de faire des choses. Et toi-même, en tant qu'acteur, enfin, personne n'est en mode, ton rôle il doit être comme ça ou nanana. T'es en mode, bah, là, on m'a confié un personnage, je vais tenter des choses, tu vois. T'es beaucoup plus libre, en fait, bizarrement. Donc ouais, c'était archi cool. Et puis, là, c'est un rôle que j'avais jamais eu l'occasion de jouer. On me donne toujours des rôles de mecs un peu sympathiques, tout ça. Mais j'étais la première surprise quand j'ai vu, j'étais en mode ah ouais, ce rôle. Non mais ouais, franchement ça m'a surprise, mais t'es hyper crédible dans le rôle. Donc, c'est un plaisir, merci. Donc non, moi je me suis amusé, c'est ça qui compte de toute façon. Le petit instant people, mais t'avais pas de scène je crois avec Omar Sy, est-ce que t'as pu le rencontrer quand même ou... Ouais, je l'ai rencontré à la première fête de fin de tournage et je l'ai rencontré une autre fois quand on était en studio. On partageait le même studio, moi je faisais des scènes, lui il faisait d'autres scènes. Et non, on s'est parlé brièvement et tout. Et puis comme il est producteur, il regarde les rushs, donc tu vois, il s'est permis de me dire là où ça en était, ce qu'il trouvait, quel avis il avait sur ce que je faisais et tout ça. Donc c'était cool, c'est assez. Oui, ça fait toujours plaisir. Instant people. Très bien, bon, ok, ça c'est coché. Donc du coup, on l'a dit, tu fais du théâtre et du cinéma. Tu as commencé par le théâtre et tu es arrivé au cinéma après. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimes dans le théâtre et moins dans le cinéma ou inversement? Y a un truc moi au théâtre, j'aime trop répéter en fait. J'aime trop le moment où on est là, on répète. On cherche les choses, ça marche un jour, ça marche pas l'autre jour. Et puis, tu vois, ce truc d'aller-retour, tu vois, un peu de chercheur d'or, tu vois, moi j'aime trop ça. J'aime bien après jouer en représentation. J'aime bien les 20 premières représentations. Après, au-dessus de 20, ça commence à peser un peu. Mais après, t'es toujours rattrapé par le fait que il y a un public en face de toi, il y a des gens que tu connais, d'autres que tu connais pas, que tu as des réactions auxquelles tu t'attendais pas et qui arrivent et ça te nourrit en tant qu'acteur, tu vois, tu kiffes ça. Il y a une sorte d'instantanéité de l'instant qui fait vraiment plaisir en fait. Et ça c'est trop cool au théâtre. Au cinéma, c'est différent. Tu fabriques un objet. Tu fabriques en fait, tu dois faire preuve beaucoup d'imagination parce que le résultat, il n'est pas instantané. Donc, toi-même, tu dois avoir une sorte de conscience de ce que tu es en train de donner, comment ça pourrait rendre dans un résultat final qui est le montage final. Donc, c'est pas quelque chose c'est pas un plaisir auquel on goûte dès la première fois. Je pense que ça met du temps. Là, c'est cette année vraiment où je commence à me dire, si je fais ça comme as, peut-être qu'elle va prendre cette prise-là avec cette autre prise-là. Tu vois, même tu commences à faire une sorte tu commences à jouer intelligemment. T'as une vision d'ensemble alors. Exactement. Et ça, c'est un truc que tu n'as pas au tout début. T'es juste là, t'as juste peur. Tu fais ton truc, tu dis bon, j'espère que j'ai été bon. Puis tu rentres chez toi, tu dis non, là cette fois c'était pas bien et tout. Non, je sais pas comment j'ai fait. Là, il y a un truc que ça commence à bien aller quand tu commences à rentrer un peu en maîtrise globale en fait. Okay. Donc ça j'aime bien. Tu dirais que du coup c'est plus facile de commencer par le théâtre puis le cinéma ou ça dépend des... Fou ça. Commencer par le théâtre ou le cinéma. Bah après le théâtre je
Je sais pas. En fait, il faut avoir c'est le bon timing. Je pense qu'il faut faire du théâtre en base, mais à un moment, il faut pas trop en faire pour pouvoir attaquer déjà un peu devant la caméra, essayer de faire une symbiose des deux. Je pense que je dirais ça. Moi, je pense que j'ai fait trop longtemps du théâtre avant. Et ensuite, pour embarquer vers la voie du cinéma, il a fallu à un moment une sorte de réadaptation, tu vois. Mais qui n'a pas été trop longue non plus. Mais je me suis dit, tiens, j'aurais bien commencé avant quand même pour m'habituer encore plus. Mais ouais, enfin, je sais pas. Non, je pense que le théâtre, c'est indispensable. Après, il y a plein d'acteurs qui sont géniaux, qui ont jamais fait de théâtre. Ils sont incroyables et qui n'ont pas eu besoin de faire du théâtre. Mais il y a un confort tellement, enfin, c'est tellement plus easy quand je sais pas, tu fais un monologue de 20 minutes au théâtre et puis tu te retrouves au cinéma et en fait, finalement, tu te rends compte que c'est des coupures, c'est des prises de 2 minutes. C'est comme, tu vois, tu t'entraînes. Les deux sont du jeu, mais c'est des exercices vraiment différents au oui. final. Et en termes d'endurance de jeu, là, t'es rodé au moins. Tu vois. Et donc, comme ça ne te suffisait pas d'être comédien et acteur, tu écris aussi. Ça sonne comme un reproche. Eh ben, comme ça ne te suffisait pas de te la raconter. Parce que mon intro était un peu longue quand même à citer tout ce que je faisais, tu vois. Mais du coup, tu as déjà écrit, c'était une mini-série sur la gentrification, donc dans la banlieue parisienne, mais c'est un phénomène qu'on retrouve dans toutes les banlieues de France et sans doute dans d'autres pays aussi. Justement, quels sont les thèmes que tu voudrais aborder par l'écriture ? Je vais spoiler tes projets qui arrivent. Non, mais je pense que moi, ce qui m'intéresse, c'est là pour le coup, je pense que quand t'es écrivain, quand t'es scénariste, t'es beaucoup plus emmené par des questions politiques. Donc là, pour le coup, je peux donner un avis, je peux me positionner. Je pense que quand on parle de gentrification et qu'on parle des conséquences, c'est assez clair sur ça dit des choses assez clairement sur ce qu'on pense. Je pense que moi, je parle beaucoup d'identité aussi. J'aime bien parler d'identité multiple. J'aime bien parler du fait d'être banlieusard, d'être d'origine africaine, de vivre à Paris, intramuros. Enfin, pas vivre à Paris intramuros, mais interagir avec Paris intramuros. Enfin, tout ça fait qu'une sorte, les transfuges de classe et tout ça, moi, j'aime bien parler de tout ça. Je sais pas, c'est des sujets qui m'animent et je pense que quand j'en aurai marre, je vais arrêter. Mais tu vois, j'ai fait le même cheminement que lorsque j'étais acteur. Je pense que je suis parti de moi d'abord, très proche, et ensuite j'irai vers d'autres sujets. Je pense que moi, j'aimerais trop faire un film ou une série d'espionnage un jour, d'en écrire une. Enfin, c'est ma passion ça. Mais avant d'arriver à ce niveau d'écriture, faut faire des choses assez plus simples. Ouais, step by step, mais step by step. On note futur espion. Ouais, calmons-nous. Et donc en plus de scénariste, j'ai dit au début aussi chroniqueur, enfin j'aurais pu dire animateur, puisque tu co-animes avec Anis Rali l'émission Moins de 10K sur Move. Je suis pas tellement d'accord, pas parce que j'ai envie de créer des débats. On te voyait aussi dans son format Les Français savent-ils rapper. Ouais. Et tu as même donné ta voix pour une mini-série qui s'appelle Behind the Beats, qui est dispo sur France Télévisions gratuitement, que je recommande aussi si vous êtes intéressé par la création des genres musicaux et la musique de façon générale. Si on écoute bien, la musique, c'est vraiment une grande famille. Venez voir comment Dr. Dre et Snoop ont révolutionné la musique. C'est quoi ton rapport à la musique ? Parce qu'au final, on la retrouve quand même pas mal de fois dans ta carrière. Ouais, je suis un passionné, j'aime trop ça. J'aime trop la musique. Je sais pas si on dit mélomane, tout ça, mais j'ai été bercé dans le hip-hop, surtout... moi, j'ai un parcours chelou dans la musique, c'est que... Moi, en fait, comme je regardais beaucoup de séries, je regardais beaucoup les soundtracks de séries. Donc, et les soundtracks de séries de cette époque, c'était beaucoup de rock, tu vois. Mais c'était un peu du rock un peu californien des années 2000, de skater, tout ça. Donc moi, je me suis mangé grave des trucs comme ça. J'ai écouté énormément d'albums. Après, j'ai fait un peu hard rock metal, puis Michael Jackson. Ok. Et après, je suis revenu un peu dans le metal avec Linkin Park. Et là, il y avait Jay-Z. J'étais en mode, putain, j'aime trop Jay-Z. Et j'ai écouté tout Jay-Z. Puis après, j'ai fait un peu New York. Puis après, LA. Après, nanana. Et après, là, je suis revenu dans le hip-hop et tout ça. Mais j'écoutais pas de son français du tout. Okay. Et après, je pense qu'avec l'arrivée de Section d'Assaut, là, je me suis mis à écouter du rap français. Et après, j'ai rattrapé.
Et là, aujourd'hui, je suis encore dans le rap français. Donc, c'est un peu, c'est un truc, ça a rythmé ma vie beaucoup, la musique. Bah, du coup, d'avoir ce parcours-là, ça t'a permis aussi d'avoir une culture musicale hyper large que si t'avais écouté que du rap français dès le départ. Ouais, carrément. Ça m'a beaucoup aidé. Ça a élargi mes horizons, on va dire. Et puis avec Anis, on avait beaucoup d'échanges sur la musique. On est des tués de rap. Donc évidemment, quand il a fait ce format à la base, ce format YouTube, moi je l'ai suivi direct. C'était trop bien. On a découvert des rappeurs de fous. C'était incroyable. Et puis ça me libérait de mes autres activités qui des fois peuvent devenir un peu pesantes. Tu vois, là c'était une sorte de fenêtre. Ouais. Et puis on lui a proposé de faire une émission de radio. Et puis on a repris ce format-là. Et voilà. Aujourd'hui c'est la 2e année. Donc on est, syndrome de l'imposteur à fond. Non, mais grave pas. Mais on est grave content. On se dit, putain, on n'a aucune formation de rien du tout. Des fois, on dit n'importe quoi. Même hier, je me suis fait reprendre parce que j'ai dit une fausse info. Mais écoute, franchement, on est trop content. On vous en veut pas parce que ce qui fait une bonne émission de radio, c'est aussi le naturel et voir que les gens ils prennent du plaisir à animer. Nous, c'est notre postulat. Après, c'est notre postulat parce qu'on n'a pas le choix. Mais nous, on préconise ça, tu vois. Bah, du coup, si vous voulez en savoir un peu plus sur la playlist de Salif, je vous invite à vous abonner au compte Instagram Viens on discute, sur lequel vous pourrez retrouver un format inédit où on va justement parler de musique avec Salif. Quels sont tes prochains projets? Est-ce que tu peux nous en parler ou tout est confidentiel? Non, on n'est pas là encore. Non, en fait, ce que je fais, moi, je suis en train de finir le tournage d'un long métrage qui s'appelle Le Répondeur. C'est un film de Fabienne Godet, c'est celui avec Denis Podalides. Donc là, on va tourner la dernière séquence du plan de travail, on va la tourner lundi prochain. Okay. Donc c'est trop cool. Je joue un imitateur. T'as le rôle principal, non? J'ai le rôle principal dedans. Donc je joue un imitateur. Je joue un imitateur. Je dois imiter Denis Podalides dans le film. Je fais plein d'autres imitations sur lesquelles on a travaillé pendant des semaines et des semaines. C'est la première fois que j'ai un rôle de cette envergure-là, donc c'est hyper. Là, c'est le moment où tu vas arrêter de te la raconter, parler et dire j'aimerais bien faire, et là tu dois faire. Donc c'est génial, c'est incroyable, Donc il y a ça. Quoi d'autre? Après là, il y a rien qui est en train de se. Oui, je fais un autre film là avec Victor Rodenbach. C'est un film avec Vima Laponce et William Lebguil. Et ça va sortir, je pense, l'année prochaine. Tous les trucs que j'ai fait cette année vont sortir l'année prochaine. Donc 2024 ça va être. Va falloir se trouver des outfits. J'ai booké cette interview au bon moment. Après, tu vas plus être dispo. Et du coup, j'ai vu aussi dans l'interview que tu as donnée pour la chaîne depuis le début, tu racontais que tu te fixais des objectifs un peu tous les 2-3 ans. Est-ce que tu peux nous dire quel est le dernier objectif que tu t'étais fixé et que tu as atteint et quel est le prochain? Puis nous citer tes 3 qualités, tes 3 défauts. C'est quand tu ouvres ta bouche, voilà. Faut parler maintenant. Objectif, franchement, je sais même pas. Je pense qu'il y a plein de trucs. En fait, cette année-là, elle a été très fleuve. Donc, il y a beaucoup de trucs qui sont passés, qui sont liés à des objectifs que j'avais. Et là, j'ai même pas eu le temps de faire une sorte de mise à jour. Tu vois, ça fait longtemps que je voulais un premier rôle. Là, c'est trop bien. Fabienne, elle m'a fait confiance pour son film. Je suis trop content. Je voulais jouer un rôle qui sortait un peu des sentiers que j'avais moi-même battus. Et je suis très content de l'avoir fait, tu vois. Et c'est trop bien. Et c'est sorti. Là, je pense qu'il faut dérouler. Oui, s'il y a un objectif que j'ai envie de faire, c'est tourner le prochain court-métrage que je veux faire. Que je dois tourner à New York. Donc ça, c'est un gros objectif de l'année 2024, surtout le début. Et j'aimerais bien commencer l'écriture de mon premier long-métrage. Là, je commence à me fixer sur une idée. Ce sera probablement une suite de Couronne 2.0. Mais voilà, j'aimerais bien lancer ces projets-là. Donc
Ouais, quand tu te fixes des objectifs, tu fais pas à moitié, quoi. Ah non, non, sinon ça sert à rien. Non, mais Moi, j'ai fait beaucoup de stagnation dans ma vie. Beaucoup de rester chez soi et rien faire, donc non, non, non. C'est pas flagrant, là, quand C'est je pas déroule flagrant ton CV, c'est pas, Ah, c'est c'est bien. pas ce que je me dis. Bah, j'ai tout fait pour maquiller ça, c'est super. Trop bien, bah merci beaucoup Salif. Plaisir. Avant de se quitter, j'aime bien terminer par une reco. Si tu as une pièce de théâtre à nous conseiller, un film, un livre, un album. Là, j'en ai deux. Moi, j'aime trop la série, encore une série, Gen V. C'est le sequel de The Boys. Je sais pas si vous avez vu ça. Moi, j'ai pas vu, mais derrière les caméras, je sens Ouais, que ça hoche de la tête. ça Ouais. remue, je sens que ça remue. C'est vraiment, enfin, c'est un sequel, donc j'étais là en mode, c'est une série pour nous faire attendre la vraie saison d'après. Et puis j'ai trop kiffé, donc j'étais à fond. Donc j'ai tout fini comme ça, 8 heures de visionnage en une journée. Et donc ça, c'est trop bien. Et je vous recommande le livre de Panayotis Pasco, Ça, j'ai que vu. j'ai lu il n'y a pas si longtemps que ça, et que je trouve incroyable. Incroyable. Bah écoute, je valide ces recos. Fort. Moi, j'ajoute celle que j'ai déjà un peu citée dans cette interview, mais du coup, la pièce Welfare, qui est dispo gratuitement en replay, Behind the Beats, Move, Mandika, etc., etc. Et puis toute ta filmographie, hein, je pense que voilà, vous avez des devoirs maintenant, vous savez quoi faire. Merci beaucoup Salif d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Merci encore au Conservatoire national supérieur d'art dramatique de nous avoir accueillis. Merci à mon équipe derrière les caméras et à vous d'avoir regardé cette vidéo.